Madame, monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé. Merci de votre présence. Ce soir, nous devons recevoir monsieur Luc Renette du FKNG, cette organisation politique nationaliste qui a jugé utile d'exprimer son analyse de la situation politique en Guadeloupe à l'approche des élections régionales. En attendant, je vous propose de suivre les principaux titres que nous allons développer au cours de cette édition du 27 septembre 2015. En cette journée mondiale du tourisme, il apparaît qu'en cette basse saison, nos plages manquent d'activité. Des Pointois veulent embellir leurs rues, chaque dimanche des bénévoles font le coup de main. La course de côte des Mamelles reste le grand rendez-vous de la saison automobile, tous les ténors étaient présents pour cette édition. Le journal Jean-Luc Icard. C'était aujourd'hui la journée mondiale du tourisme, une journée destinée à sensibiliser à l'importance économique et sociale de ce secteur dans le monde. L'occasion pour nous de rappeler quelques forces et faiblesses du tourisme en Guadeloupe. Ainsi, par exemple, dans cette basse saison, les touristes font remarquer le manque d'activité sur nos plages. Le reportage de Karine Géelman. Malgré un ciel couvert, les plagistes du dimanche se sont donné rendez-vous à la plage de Sainte-Anne. Entre cocotiers et eau transparente, la farniente au soleil est une des disciplines préférées des touristes. 10e au rang des destinations caribéennes en 2013, l'île accueille principalement des métropolitains, soit 62,8% du trafic des passagers aériens. Septembre, c'est aussi au niveau des tarifs, c'est plus attractif, même si c'est la basse période. Mais on voulait faire la Guadeloupe, donc on est venu à cette période-là. Et tout est nouveau, pour nous ça nous suffit parce que du coup c'est tout le temps de la découverte. Donc pour l'instant on n'a pas été déçus au niveau infrastructure. En 2013, le réseau Amérique du Nord, lui, ne regroupe que 1,6% du trafic. Toutefois, il enregistre la plus forte progression depuis 1996, avec 53 700 voyageurs. Les croisiéristes sont revenus. On a un petit peu de tout. On a des Italiens, des Américains, surtout les Américains. Beaucoup de gens qui sont dans l'Amérique du Nord, là. Mais je pense qu'il faudrait développer plus le sport aquatique parce qu'en basse saison, la mer elle est toujours assez belle et il n'y a pas beaucoup d'activités sur les plans d'eau, quoi. Pour les professionnels de la plage, la multiplication des activités serait un atout pour les communes. À noter, près de 4600 entreprises sont spécialisées dans les activités touristiques, soit 10% du tissu économique de l'île. Oui, plus d'activités, ce serait pas mal en fait, parce qu'il y a beaucoup d'activités, mais essentiellement pendant les grandes vacances et pendant les périodes de Noël, il y a les croisiéristes qui passent et je trouve que la plage est assez animée, mais il n'y a pas assez d'animation pour eux vu qu'ils sont là juste pour une journée ou bien pour 2-3 jours et après ils repartent. Et si les bains de soleil ne vous contentent pas, n'hésitez pas à participer à un bootcamp. Embellir les rues du centre-ville de Pointe-à-Pitre et donner un sentiment de bien-être et de bien-vivre à des habitants comme ceux de la rue Vatab, par exemple, c'est le projet et l'ambition d'une association qui s'est appelée tout simplement Pli Belle Larry. Ainsi, chaque dimanche, des bénévoles donnent de leur temps pour embellir ces habitations souvent dégradées. Le reportage de Richard Scott Tamar. Plus Belle Larry est une opération de mise en valeur de Pointe-à-Pitre menée par les habitants du quartier Vatable. Ce dimanche, les bénévoles de cette association s'étaient donné rendez-vous pour repeindre les façades des maisons de leur quartier. Donc l'opération Plus Belle Larry, on a un volet qui consiste à reprendre toutes les façades des maisons de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, on travaille sur 7 façades en même temps, c'est-à-dire que l'équipe s'est consolidée, renforcée depuis la rentrée de septembre, là, et on a accéléré nos interventions. Alors, depuis avril 2015, d'avril à juillet, on a pu intervenir sur 5 façades. Et là, on va exploser le chiffre de nos interventions, c'est-à-dire que normalement, la semaine prochaine, on aura intervenu sur 12 façades. Les bénévoles, en plus de leur contribution de main-d'œuvre, apportent leur savoir-faire personnel afin d'enrichir l'ensemble de l'opération. Chacun y va de sa petite spécialité. Alors, mon rôle au sein de l'association a été premièrement d'informer, d'apprendre à tous ces gens qui nous entourent à comment manipuler l'enduit, la peinture, à appliquer aussi éventuellement. Et depuis, ça fait plus de 6 mois, nous travaillons ensemble, une bonne équipe,
très motivés et ça fait plaisir de voir que ces femmes quittent leur foyer et viennent aussi le dimanche donner un peu de temps à la rue de Pointe-à-Pitre que nous voulons vraiment embellir. C'est dans la bonne humeur et la plaisanterie que l'opération se déroule, chapeautée par l'atelier Odyssée, qui se trouve au cœur du quartier Vatable et qui s'est donné comme but de créer des opérations citoyennes un peu partout dans Pointe-à-Pitre. Le mot d'ordre, c'est la débrouillardise. Donc, Plus belle la rue, c'est une opération aussi d'embellissement du quartier, effectivement par les façades, mais c'est aussi une opération d'embellissement à travers les dents creuses que nous voulons transformer en jardin partagé, plus précisément jardin partagé urbain. Mais pour pouvoir réaliser, concrétiser nos jardins partagés, nous avons besoin de l'appui de partenaires, de sponsors, de logistique et bien sûr, tout don financier est le bienvenu. L'association Plus belle la vie vous donne donc rendez-vous tous les dimanches pour des ravalements de façade des immeubles de Pointe-à-Pitre. Et comme vous l'aurez compris, les bénévoles sont les bienvenus. Maintenant, nous faisons un tour de l'actualité dans notre région, notre grande région Caraïbe, entre la visite de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, à Roseau, en Dominique, et un spectaculaire accident de la route en Haïti. Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est rendu en Dominique mercredi afin de consolider les liens entre les deux pays. La Dominique, qui se remet difficilement des ravages causés par la tempête Erika, a reçu une aide non négligeable du Venezuela sous la bannière de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, cette organisation politique, sociale et économique qui promeut l'intégration des pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Lors d'une allocution publique en binôme avec le Premier ministre dominicain Roosevelt Skerrit, le président vénézuélien a promis la construction de plus de 300 maisons en remplacement des logements détruits par la tempête. Le festival du film de Trinidad et Tobago bat son plein cette semaine et ce jusqu'au 29 septembre. Le festival lancé en 2006 se focalise sur les films de la diaspora caribéenne. Le film le plus attendu du festival cette année, Sweet Mickey for President, un documentaire sur l'ascension au pouvoir du président haïtien Martelly, plus connu sous son nom de chanteur, Sweet Mickey. En Haïti, jeudi, un grave accident s'est produit sur la route du Canapé Vert. Le bilan est de 3 morts et 7 blessés, selon un responsable du centre ambulancier national. Selon les riverains de la zone, les freins du camion de TPTC auraient lâché et le chauffeur, qui avait perdu le contrôle du volant du véhicule, l'a chaviré dans un ravin. On en vient maintenant au grand événement de la journée, la course de côte des Mamelles, une véritable institution, le grand rendez-vous de la saison. Ils étaient pas moins de 19 concurrents à prendre le départ cette année. Éric Pommier nous avait annoncé une domination martiniquaise avec des bolides imbattables. Bien, ces Martiniquais se seraient, semble-t-il, cassé les dents sur les Mamelles guadeloupéennes. Son reportage. Course de côte des Mamelles 2015, on attendait une nette domination des monoplaces, mais la mécanique n'en a fait qu'à sa tête, privant les deux pilotes martiniquais de jouer dans le haut du tableau. Les Kit Car en revanche, celles de Franz Pradel et Denmont Biki, ont effectué un récital en moteur de litre pour assurer le leadership, parfois avec comme perturbateur et non des moindres, Stéphane Nègre, toujours là où on ne l'attend pas. Il était un peu distancé. Ou encore Philippe Nino sur sa Peugeot S2000. Mais à la course de côte de Mamelles, les pilotes jouent chacun leur partition, pied au plancher. L'année dernière, j'avais gagné les Mamelles, effectivement. C'est un circuit que j'aime beaucoup. Et depuis ce matin, la preuve en est, j'étais bien à l'aise dessus. J'ai mené quand même pratiquement la course. Belle affiche pour le compte du F2000 et beau spectacle pour confirmer le talent des pilotes de cette catégorie. 3 pilotes essentiellement se sont livrés bataille sans retenue. Jean-Pierre Villemain confronté à David Barrière et Jean-Marie Mavounzi.
Mamelles, c'est terminé aujourd'hui sur une bonne note. C'est de bon augure pour le prochain exercice, le rallye Karukira à l'affiche, les 24 et 25 octobre prochains, pour un tracé revu, corrigé et surtout optimisé. Et je vous livre le classement. Alors, les Martiniquais, l'un des Martiniquais, en tout cas, s'est classé finalement deuxième du classement général, mais c'est France Pradel qui l'a de nouveau emporté, tandis que Stéphane Nègre a pris la 3e place cet après-midi au Mamelles. Bonsoir Luc Renette. Bonsoir. Vous venez en fait de faire à peu près comme ces pilotes pour gagner notre studio. Vrai, mais il faut être réactif. Je voudrais d'abord vous interroger ce soir sur l'actualité immédiate, mais qui se déroule à des milliers de kilomètres de la Guadeloupe, en Espagne par exemple, où les nationalistes prennent le pouvoir en Catalogne, en tout cas pour diriger le Parlement régional. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Une grande satisfaction, parce que j'ai suivi un petit peu les débats et j'ai vu également toutes les pressions exercées par le gouvernement espagnol pour, quelque part, dissuader les Catalans de voter en faveur de, entre guillemets, l'indépendance de la Catalogne. Il est évident que les enjeux sont très importants pour ce gouvernement, parce que la Catalogne, c'est 7% de la population, c'est 7 millions d'habitants, et c'est une région qui est riche et qui pèse près de 20% du produit national brut espagnol. Ce qui veut dire que l'Espagnol risque de ne plus être une grande puissance occidentale, enfin européenne, si demain il y a sécession de la Catalogne. Donc vous êtes en faveur de ce qu'il y ait une séparation et donc écoutez, c'est la volonté populaire. Deux nouveaux États plus faibles, en fait tous les deux. Je ne serais pas comme M. Sarkozy qui s'est permis de faire une ingérence dans les affaires espagnoles. Ingérence qui a d'ailleurs été très mal appréciée, y compris les Espagnols qui étaient opposés à la scission. Il n'a pas été le seul, Mme Merkel également. Aussi, bon, parce que vous savez, ils défendent les mêmes intérêts. Donc c'est un encouragement pour tous ceux qui défendent la cause de la liberté à travers l'indépendance, parce que les indépendantistes sont ceux qui se battent pour la liberté. Il faut bien comprendre ça, indépendance égale liberté. Et nous avons également indépendance égale sécurité. Et c'est la dépendance qui génère justement tous les périls. Vous aurez constaté que ces indépendantistes espagnols, eh bien, ils ont choisi la voie des urnes. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, par exemple, au FKNG, pour en faire autant? Alors, on a l'impression que vous êtes dans une position d'observateur et finalement, c'est un peu plus facile pour vous de critiquer la classe politique que vous appelez traditionnelle. Nous ne sommes pas cantonnés de la critique. C'est dommage, je ne vous ai pas porté les documents, mais lors d'une prochaine émission, je porterai les documents économiques que nous avons produits, parce que nous sommes favorables effectivement à un développement autocentré qui dispose qu'au préalable, nous ayons la capacité juridique, que nous ayons la capacité de légiférer. Aujourd'hui, on nous propose quoi? Eh bien, faire et participer aux mêmes élections que les Français. Nous partons du postulat que nous ne sommes pas français, que nous sommes guadeloupéens, que nous sommes caribéens, et que nous ne pouvons en conséquence... C'est pas l'exemple des Espagnols que vous... Non, mais on ne peut pas, si vous voulez, comparer ce qui n'est pas comparable. Les Espagnols et les Catalans, ils sont européens. Nous ne sommes ni français ni européens. Nous sommes effectivement dans un pays qui reste à décoloniser. Donc nous sommes dans un processus de décolonisation. Observez que tous les pays qui nous entourent, qu'ils soient francophones ou anglophones ou hispanophones, sont aujourd'hui indépendants ou autonomes. Et un document récent de M. Dupont, qui est un économiste guadeloupéen, met en évidence que toutes les économies insulaires de pays indépendants ont un taux de croissance économique bien supérieur au nôtre. Ce qui veut dire que ce n'est pas en restant dans la dépendance, dans l'attente des décisions de Bruxelles et des directives européennes que nous allons avancer. Il faut que nous ayons le courage de nous regarder en face et de nous assumer. En résumé, la plupart des politiciens que nous avons aujourd'hui sont des gestionnaires de richesses qu'ils n'ont pas créées et qu'ils obtiennent à travers l'octroi de mer, qui est un instrument colonial. Je passe rapidement à une autre actualité. C'est la crise des migrants qui inquiète un peu l'Europe. Et on a été surpris par votre positionnement où vous dites que ces Syriens, qui majoritairement, n'ont pas vocation, par exemple, à venir en Guadeloupe. C'est parce que j'ai dit. J'ai dit que ce soit les Syriens ou même les Africains, je dis pourquoi pas aussi les Africains, parce que la misère qui nous est montrée chaque jour sur les écrans concerne bien sûr les Syriens, et je déplore, et j'ai effectivement, si vous voulez, une pensée pour ces personnes, mais j'ai une pensée égale pour les réfugiés, je ne dis pas seulement les migrants, les réfugiés africains qui fuient la misère ou bien l'oppression dans leur pays. Pourquoi on ne les accueillerait pas aussi? Ce que j'ai dit, il ne faut pas que ce soit la France qui décide pour nous en notre place. J'ai dit également que nous avons la mémoire du passé, à savoir qu'il y a eu avec M. Mesmer, le plan Mesmer en 1972. Mais ces migrants dont certains sont déjà arrivés ici, oui, mais alors, ils ont été accueillis par des parents finalement, bon, oui, mais parents guadeloupéens. La vraie question, ils sont combien?
Monsieur Fassi, qui était donc... Fassi Mazen. Oui, il disait que les Guadeloupéens sont accueillants, que ceux qui sont arrivés sont Guadeloupéens. Vous arrivez hier ou avant-hier, vous êtes Guadeloupéens le lendemain? Non, soyons sérieux. J'ai dit aujourd'hui encore sur notre média qu'il faut que ce soit les Guadeloupéens, à travers une autorité guadeloupéenne, qui définissent qui peut rentrer et combien de personnes peuvent rentrer. Parce qu'il ne faut pas déséquilibrer, si vous voulez, les relations qu'il y a aujourd'hui, enfin, en proportion, qu'il existe un peu guadeloupéen. Peut-être que les Syriens et les Libanais en font partie, mais il faut qu'on discute. Pourquoi vous dites peut-être? Parce que les Romanos, les Kouris, les Sarkis ne sont pas totalement guadeloupéens. Alors pourquoi aujourd'hui il y a donc un consulat syrien de Syrie ici? Mais ceux qui sont ici sont guadeloupéens quand même. Attendez, je n'en disconviens pas. Je dis simplement que depuis l'arrivée des différentes vagues d'immigration, il y a eu les Chinois, il y a eu les Japonais, il y a eu les Indiens en 1854, les Syriens libanais des années 1920-1930, on ne s'est jamais entretenu. Je demande que nous puissions nous parler entre nous, parce que si nous sommes Guadeloupéens, il faut envisager ensemble l'avenir. Il faut que certaines communautés qui existent, qui sont refermées sur elles-mêmes, puissent effectivement, quelque part, ne pas subsister. J'ai rappelé également dans les médias... Peut-être qu'elles ne resteront pas enfermées sur elles-mêmes si elles ne sont pas confrontées à des discours qui, non, au contraire, pourraient leur faire peur ou ne pas se sentir totalement guadeloupéens. Je vous dirai une chose. On est ce qu'on est. Aujourd'hui, nous avons des Guadeloupéens qui sont certainement syriens ou libanais. Tous des immigrés, finalement. Tous les Guadeloupéens sont des immigrés. Je veux dire qu'il est temps qu'on reconnaisse le droit à ce peuple de décider pour lui-même. Est-ce que nous allons accepter que la France nous impose des milliers de gens, pas seulement syriens, par rapport à ce qui se passe actuellement à Saint-Domingue? Il va y avoir des dizaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne qui vont certainement vouloir venir ici et ailleurs parce qu'ils ne sont pas bien reçus en Haïti. Là aussi, nous disons qu'il faut protéger notre pays, il faut préserver le territoire. Pourquoi? Parce que si des dizaines de milliers de gens viennent, qu'ils soient syriens, libanais ou bien, disons, dominicains, il faudra construire des logements pour eux. Il faudra leur donner du travail. Nous avons aujourd'hui un territoire agricole qui disparaît à raison de 1000 hectares par an. Dans combien d'années il n'y aura plus de terres agricoles? Vous comme moi, nous sommes comptables de ce qui se passe aujourd'hui et demain. Et la fraternité ne suppose pas non plus qu'on soit aveugle. Est-ce que ce discours ne ressemble pas à celui qu'on entend dans une frange de la classe politique française, par exemple, à l'égard des populations venues d'Afrique? Vous savez, vous me connaissez suffisamment pour savoir que chaque fois qu'il y a eu effectivement des problèmes qui ont touché les populations de la Caraïbe ou du reste du monde, y compris celle de la Palestine, à Gaza, nous nous sommes élevés. Est-ce que pour autant, nous devons agir comme des irresponsables et faire comme si la Guadeloupe pouvait accueillir des milliers et des milliers de personnes de façon indistincte et de façon, je dirais, disproportionnée par rapport à notre taille? Nous sommes un petit territoire et il faut sauvegarder des équilibres humains, économiques et fonciers. Un dernier mot, Luc Renette, sur la politique, puisque vous avez jugé utile d'exprimer votre analyse de la situation politique de la Guadeloupe. On n'a pas été avant les élections régionales, on n'a pas été surpris, vous mettez un peu tout le monde dans le même sac. Ça veut dire que vous ne prendrez jamais position, quelles que soient les échéances électorales qui se présentent au Guadeloupe. Je l'ai dit tout à l'heure, la Guadeloupe, ce n'est pas la France. Je ne suis pas français, nous ne sommes pas français. Ceux qui le croient, ils se leurrent. Est-ce que nous devons chaque fois aller voter lorsque la France décide de faire des élections? Les élections qui auront lieu le 6 et le 13 décembre ici auront lieu également en France, pour tous les Français. Alors si effectivement nous sommes dans une démarche d'assimilation, d'aliénation, de renoncement à nous-mêmes, allons-y. Mais nous disons que l'expérience prouve, je le répète, que les pays qui ont le pouvoir de décision, qui ont la capacité de légiférer, sont plus avancés que nous et aujourd'hui ont un taux de croissance qui est supérieur. Et je voudrais pour terminer vous dire, vous avez l'air de dire que bon... je ne dis pas, je pose des questions. Oui, vous avez l'air de dire que nous devions nous fermer notre bouche et accepter effectivement que quiconque rentre ici, que des Syriens rentrent par milliers, peut-être des Africains demain, peut-être des Haïtiens après-demain. Je dis non, il faut une cohérence, il faut un pouvoir guadeloupéen. C'est pourquoi nous sommes à l'origine du CARISOL, autorité politique. Nous sommes en train de mettre les fondations d'une autorité politique guadeloupéenne qui va faire en sorte que le débat entre les communautés s'ouvre. Parce que si on veut vivre ensemble demain, il faut se parler. Et aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, il existe des communautés qui sont fermées et qui chacune voit, si vous voulez, ses propres intérêts avant de voir les intérêts de la Guadeloupe. Et nous ne sommes pas d'accord. Merci, Luc Renette, et je vous répondrai tout simplement que je ne dis rien, je pose simplement des questions. Bon, j'ai répondu aux questions que vous n'avez pas posées. Sans transition, je vais parler de deux Guadeloupéens, celui qui participe à la mini-transat Île de Guadeloupe. Il s'appelle Carl Chipotel, vous le savez, eh bien, il progresse régulièrement. Il est classé ce soir à 15h heure de Guadeloupe à la 24e place dans la catégorie
série. Je vous rappelle que les tout premiers de cette épreuve sont arrivés hier matin à Lanzarote, aux Canaries. L'Académie du Cas, une véritable institution guadeloupéenne qui a 30 ans, organisait aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée, une journée porte ouverte, l'occasion de découvrir toutes les activités, tous les ateliers d'enseignement autour du cas. Le reportage de Muriel Barlagne. Les joueurs de tambour donnent la cadence. Ce sera doux pour des mouvements simples, sans saut. C'est ainsi que s'accompagne le douka, l'une des activités proposées à l'Académie du Cas. Cet après-midi, les visiteurs étaient invités à la tester. C'était la journée portes ouvertes, organisée chaque année le dernier dimanche du mois de septembre. Elle permet de goûter à l'esprit de l'école de danse et de musique traditionnelle. Avant tout, l'Académie du Cas est une famille culturelle, une famille de découverte du patrimoine. Et comme dans toutes les familles, tous les âges se croisent, s'entraident, s'entremêlent. Donc c'est surtout une idée d'expérience croisée, de regard pluriel, de regard sur la vie et sur la danse. Indépendamment des techniques, le partage de la danse, c'est avant tout le partage du plaisir, du bonheur. Dans la salle de danse, une exposition sur les différentes facettes du cas, mais aussi sur son évolution de l'esclavage à nos jours. Son inscription par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a renforcé la fierté de ses adeptes. Autre cours, autre rythme. La tension monte avec le format K, plus tonique. Un mélange de gym et de goka pour les plus motivés. Des femmes, essentiellement. Sur 350 élèves, l'école accueille une vingtaine d'hommes. Malheureusement, nous sommes peu nombreux. Donc on essaie de donner la force de tourner au mieux. Surtout que la danse est malheureusement encore aujourd'hui un peu décriée comme plus activité pour femmes. Donc en fait on pense que dès qu'un homme danse, il est forcément efféminé ou autre. C'est très intéressant, c'est une bonne chose pour nos jeunes et pour bien connaître les 7 rythmes du cas. Et je danse déjà mais dans un autre groupe. Alors j'ai voulu savoir que ma fille danse à l'Académie du Cas, ça fait plus de 5 ans. Alors ça m'intéresserait de venir voir et de danser avec eux un peu pour voir comment ça se passe. Cette journée était aussi l'occasion de s'inscrire. Les premiers cours doivent débuter dès demain. Voilà, c'est donc au rythme du cas que nous refermons cette édition. Dans un instant, le journal de TF1. Ensuite, ce soir, vous pourrez suivre le magazine Zone Interdite avec un numéro sur le cerveau. Demain, vous retrouvez à cette même place Nicolas Beaubrun. Excellente soirée sur Alizé Guadeloupe.